Bienvenue à tous et merci de votre fidélité pour ce nouvel épisode de la série consacrée au roi Charles V de France. C'est à nouveau au château de Vincennes que je vous accueille pour illustrer cet épisode à l'endroit même sous mes pieds où Charles V vit le jour le 21 janvier 1338, jour de la Sainte-Agnès. Aujourd'hui, seule une marque au sol et un vestige de fontaine témoignent de l'existence de ce manoir des Capétiens. Car en 1338, le château de Vincennes est bien différent de celui que nous connaissons aujourd'hui. Pas de mur d'enceinte, pas de Sainte-Chapelle, tant de monuments justement que nous devons à Charles V, mais uniquement un manoir des Capétiens et les fondations d'une grosse tour, le futur donjon de Vincennes, lancé par Philippe VI Valois, son grand-père, en 1337. Au commencement était la parole, disent certains. Mais en histoire, bien souvent, au commencement est la généalogie. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Le futur Charles V est le fils du côté paternel de Jean de Lebon, futur roi de France, de la dynastie naissante des Valois, et du côté maternel de Jouta en tchèque, alias Gouta en allemand, alias Bonne en français, de la dynastie des comtes de Luxembourg. Il faut s'intéresser plus en détail aux grands-parents. Le futur Jean de Lebon est le fils du roi de France régnant Philippe VI Valois, le premier de la dynastie des Capétiens-Valois, et de Jeanne de Bourgogne. Bonne de Luxembourg, quant à elle, est la fille du comte de Luxembourg, surnommé Jean l'Aveugle, et de Eliška, alias Élisabeth, la reine de Bohême. Les parents de Charles V sont unis par le traité de Fontainebleau, conclu en janvier 1332, qui est tout sauf un roman pour toi. Il stipule une véritable alliance entre les dynasties de Valois et de Luxembourg. Sur le plan militaire, en statuant notamment sur le devenir d'Arles et de la Lombardie, et sur le plan financier avec une dot de 120 000 florins. Mais chose surprenante, le nom de la mariée ne figure pas sur le contrat. C'est le beau-père, Philippe VI Valois, qui va finalement choisir la plus adulte des deux filles disponibles de Jean de Luxembourg, Jouta, qui a déjà 17 ans, car Philippe VI veut stabiliser au plus vite sa dynastie naissante. En effet, il n'a qu'un fils à ce moment-là, et on aura seulement un deuxième en 1336. Mais il faut s'attarder quelque peu sur le pédigré des deux grands-pères. Du côté paternel, Philippe VI Valois, donc, premier de la dynastie des Capétiens-Valois, il est entré en guerre depuis peu contre les Anglais en 1337, dans une guerre interminable que nous appelons depuis la guerre de 100 ans. Il est réputé pour son engagement physique, mais aussi pour sa mesure politique. Hélas, sa fin de règne sera marquée par des défaites, telles que la très connue bataille de Crécy, ou encore la bataille de l'Écluse en 1340. Il faut noter que Charles V sera un des rares rois à avoir connu longuement son grand-père régnant, puisque son grand-père mourra quand il aura 12 ans. Un modèle royal donc pour son petit-fils. Du côté maternel, Jean de Luxembourg, roi de Bohême après son mariage avec Eliška, reine de Bohême, on l'a oublié, mais cet homme est la star de l'Europe médiévale. Le héros chevalier idéal, c'est le fils de Henri VII, l'empereur du Saint-Empire romain germanique, mais c'est surtout un homme conquérant de Prague, conquérant de la Silésie, vainqueur des Habsbourg à Mulhdorf en 1332, combattant auprès des chevaliers teutons en Prusse. Et puis surtout l'apothéose, sa mort en combattant valeureusement aveugle à la bataille de Crécy, parachèvera sa légende. Même s'il ne l'a connu que jusqu'à l'âge de 8 ans, l'attachement du roi Charles V à la famille de Luxembourg par son grand-père, mais aussi on le verra surtout par sa mère, sera un des éléments primordiaux de sa politique européenne. On peut se demander comment a-t-on abouti à cette alliance Valois-Luxembourg. C'est tout sauf un hasard, mais le fruit d'un rapprochement initié par l'entremise des Brabants. Le Brabant, comme le Luxembourg, sont des seigneuries nées sur les ruines de l'ancienne Lotharingie, comme le Dauphiné, dont nous parlerons plus tard, ou bien encore de la Provence. Et en cette période de reprise de conflit avec l'Angleterre, c'est la course aux alliances avec ces petits États. Cette politique fut d'ailleurs déjà initiée sous Philippe le Bel, et même depuis Saint-Louis au siècle précédent. En effet, Saint-Louis mariera son fils et futur Philippe III avec Marie de Brabant, et sa fille Marguerite de France avec Jean Ier le Victorieux, duc de Brabant. C'est la reine Marie de Brabant donc qui attirera à la cour de France les jeunes princes de Luxembourg, Henri et son frère Baudouin. Henri de Luxembourg fut convaincu par la reine Marie d'épouser sa nièce Marguerite de Brabant. Henri de Luxembourg devient la pièce maîtresse d'un réseau d'influence française entre Meuse, Rhin et Mer du Nord. Leur fils Jean, le père de Bonne, fut envoyé à Paris dès l'âge de 9 ans. Baudouin, le frère de Henri, fut désigné archevêque de Trèves en 1308, puis Henri sera élu sous le nom de Henri VII, empereur du Saint-Empire romain germanique. Hélas, il ne régnera pas longtemps, puisqu'il trouvera la mort en 1313
en Italie, lors de la guerre entre Guelfes et Gibelins. Cette alliance brabant-capétien, solidement ancrée, va évidemment déboucher vers une alliance directe entre Capétiens et Luxembourg, avec une première tentative faite avec l'union de Charles IV de France, le dernier des Capétiens directs, et de Marie de Luxembourg, la sœur de Jean de Bohême. Hélas aussi, cette première alliance sera un fiasco, puisque Marie de Luxembourg mourra d'un accident de la route en 1324, après moins de 2 ans de mariage. Il n'y aura pas d'héritier, puisqu'elle aura mis au monde 2 enfants mort-nés, dont un garçon Charles tué aussi lors de ce même accident. Avec l'échec de la première alliance directe Capétien-Luxembourg et l'extinction de la branche directe des Capétiens en 1328, on aurait pu croire que les Valois ne poursuivraient pas cette volonté d'alliance. Bien au contraire. Une nouvelle union va se décider très rapidement pour les parents de Charles V par le traité de Fontainebleau en 1332, comme nous l'avons vu, entre Jean II, le futur deuxième roi de France de la dynastie des Valois, et Bonne de Luxembourg, fille de Jean de Bohême. Et on pourra dire que cette union va remplir tous ses objectifs politiques, puisque la connivence Valois-Luxembourg touchera à son paroxysme entre Charles V et son oncle empereur du Saint-Empire romain germanique, Charles IV de Luxembourg, roi de Bohême et fondateur de l'État tchèque et grand bâtisseur de Prague. Et aussi dynastique, surtout, car cette union sera extrêmement fertile et de santé très robuste. L'union en 1332 de Bonne de Luxembourg et du futur Jean de Lebon, duc de Normandie à cette époque, ne donnera pas tout de suite des fruits, car l'époux n'a que 13 ans. Mais dès 1336, les naissances s'enchaînent. En 1336 naît aussi le frère tardif du futur Jean de Lebon, à savoir Philippe d'Orléans. Malgré 2 filles mortes-nées en 1336 et 1338, ce ne sont pas moins de 4 garçons qui vont naître en 5 ans. Et tous les 4 vont survivre et devenir des princes surpuissants dans cette Europe médiévale. Après l'aîné Charles, futur Charles V en 1338, c'est au tour de Louis en 1339, futur duc d'Anjou et roi de Naples, puis de Jean en 1340, futur duc de Berry, mécène renommé, gouverneur de Languedoc et d'Auvergne, puis en 1442, Philippe le Hardi, futur duc de Bourgogne. En 1343-1344, Jeanne, reine de Navarre, future épouse de Charles le Mauvais, et Marie, future duchesse de Bar. En 1345, Philippe d'Orléans épouse Blanche de France, la fille de Charles IV, le dernier Capétien. En 1348, dernier enfant de Bonne de Luxembourg, Isabelle, future duchesse de Milan. Puis arrive la période tragique de la peste de 1348-1350, qui va décimer aussi le pouvoir royal. En 1349, la reine Jeanne de Bourgogne meurt, puis suit sa belle-fille, l'épouse de Jean de Lebon, Bonne de Luxembourg, qui décède juste avant de devenir reine, puisque en 1350, c'est le roi Philippe VI lui-même qui décède, laissant le trône à Jean de Lebon, qui va pour le coup se remarier avec Jeanne d'Auvergne en 1350. Avec cette nouvelle épouse, il aura 3 enfants morts en bas âge entre 1350 et 1354. Ce tournant de l'hécatombe de la peste décimera l'ancienne génération valois et laissera une jeune génération nombreuse, solidaire, presque seule et sans modèle de ses aînés. Ceci d'autant plus que le seul modèle masculin restant est le roi Jean II le Bon, qui, on le verra plus en détail dans les prochains épisodes, ne sait pas développer ni connivence ni affection avec ses héritiers. Et ces derniers seront très vite en rupture totale avec les idées et le comportement de leur père, le roi Jean II. Mais je m'aperçois que je vous en dis déjà beaucoup trop. Pour en savoir plus, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode de la série Charles V de France, saison 1, épisode 2, qui s'intitulera « La peine de Monseigneur, le premier dauphin », où je vous ferai un focus sur la disparition précoce de Bonne de Luxembourg et où j'expliquerai aussi l'apparition du terme dauphin dans la succession royale valoise. Je vous attends pour le prochain épisode. Pour en connaître la date, suivez-nous sur notre chaîne YouTube ou sur notre site internet. Un indice à côté de moi.